Connaissance. Recherche. Sciences. Des mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Aujourd'hui, le cours donc, porte sur l'imagerie médicale ultrasonore. Alors, c'est un cours où je décris l'état de l'art de l'imagerie médicale ultrasonore aujourd'hui, les particularités de la propagation des ultrasons dans le corps humain, mais je vais montrer des images, je vais expliquer toutes les astuces qui ont été proposées par différentes équipes pour améliorer les images, mais sur deux grands problèmes. Le problème des corrections d'aberrations. Je n'en parlerai pas dans ce cours parce que dans le cours qui suit sur le speckle, j'expliquerai comment on peut corriger ces aberrations. Et je parlerai principalement donc de l'imagerie ultrasonore, mais je ne parlerai pas de l'imagerie multi-ondes, c'est-à-dire comment on mélange des ultrasons avec une autre onde pour faire d'autres images. Ça, j'en parlerai au dernier cours le 11 mai. Et puis, mon cours sera suivi d'une conférence de Claude Boccara qui parlera de l'imagerie biomédicale optique. Et il vous montrera comment, avec la lumière, on peut quand même faire des images à l'intérieur du corps humain. Et en particulier, il vous montrera comment, en mélangeant de l'optique et des ultrasons, on peut aussi faire des images qui apportent un contraste intéressant aux médecins. Alors, pour commencer donc ce cours sur l'imagerie médicale ultrasonore, lorsqu'on parle d'ultrasons, on pense à des ondes acoustiques ou ultrasonores et on pense à des ondes sensibles à l'élasticité des tissus. Donc, c'est important de comprendre pourquoi les ultrasons sont une modalité d'imagerie très bon marché, comparée à l'IRM ou au scanner X ou au PET, qui apporte une image très facilement, mais dont le contraste n'est pas si évident à exploiter et à comprendre. Et en fait, tout repose sur le fait que lorsqu'on utilise des ultrasons pour voir l'intérieur du corps humain, on s'intéresse principalement à tous les tissus mous, on peut aussi s'intéresser aux os. Il y a d'ailleurs une équipe qui fait des choses très intéressantes sur la caractérisation des os par ultrasons. C'est le laboratoire du LIP avec Pascal Logier. Mais normalement, les images pour lesquelles les ultrasons sont champions du monde, c'est l'image de la matière molle. Et la matière molle, c'est une matière chère à Deugène et à des tas d'équipes. La matière molle dont sont formés les tissus, c'est une matière qui a des propriétés mécaniques très particulières. C'est un solide, mais ce n'est pas un solide rigide, c'est un solide mou. Et ça entraîne une chose intéressante. Si vous pensez aux tissus du corps humain comme étant d'abord des tissus isotropes, les mêmes dans toutes les directions, ce n'est pas vrai pour les muscles qui ont des directions d'anisotropie marquées, mais si vous pensez à des tissus isotropes, en fait, vous savez qu'un tissu isotrope, un solide isotrope, ses propriétés mécaniques peuvent être caractérisées par deux modules. Un module qui s'appelle le module de compressibilité et un module qui s'appelle le module de cisaillement. Et le module de compressibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, vous prenez un petit cube de tissu et vous l'écrasez de tous les côtés à la fois. Donc vous appliquez une pression hydrostatique, vous descendez au fond de la mer pour que la pression augmente et vous vous posez la question de combien diminue le volume de mon corps. Donc c'est l'aptitude à résister à une pression hydrostatique. Et là, le module de compressibilité des tissus est extrêmement élevé. C'est pratiquement celui de l'eau, parce que les tissus sont pleins d'eau. Et donc, quand vous essayez d'écraser un tissu, vous avez du mal. Et l'ordre de grandeur du module de compressibilité est assez énorme, 1 gigapascal. C'est-à-dire qu'il faut en gros 1 gigapascal, ça correspond par rapport à 10 puissance 5 pascal à 10 000 fois la pression atmosphérique. Et il faudrait descendre à 100 000 mètres sous la mer pour avoir 1 gigapascal de pression, et là, vraiment, vous verrez un changement significatif du volume de votre objet. Par contre, quand vous faites des petites surpressions, l'objet change très peu. Donc, ce module de compressibilité est très grand, 1 gigapascal, et ce module est pratiquement le même que vous preniez du rein, du muscle, du foie, des tissus incarcinomes. C'est pratiquement le gigapascal. Ça fluctue un peu. L'ordre de grandeur des fluctuations
est au maximum dans les tissus mous de quelques pourcents, entre 3 et 4%, les fluctuations d'un tissu à l'autre. Donc, premièrement, ce module. Et ce module, donc, n'est pas spécifique des organes. Vous prenez le module de compressibilité du foie, du rein, ou d'un tissu sain ou d'un tissu malsain, c'est pratiquement la même chose. Bon, maintenant, il y a un deuxième module qui caractérise un solide. Et si le solide est mou, ce module est particulièrement faible, c'est le module de cisaillement. La matière molle, autant elle résiste à la compression, autant elle résiste mal au cisaillement. C'est très facile de cisailler un tissu, et vous pouvez caractériser la réponse du tissu à un effort de cisaillement par un module de cisaillement, et ce module est très faible. D'autre part, ce module dépend des tissus et de leur pathologie. Vous prenez du foie, du rein, du muscle, les rapports entre les modules de cisaillement sont énormes. Ils peuvent varier de 1 à 100 très facilement. Et si vous regardez l'ordre de grandeur du module de cisaillement, dans les milieux les plus facile à cisailler, c'est de l'ordre de 100 pascal, c'est vraiment pas grand-chose. Et si vous regardez des tissus vraiment très durs, comme un carcinome, ou un état où les tissus ont été terriblement abîmés, vous montez jusqu'à 200 kPa. Donc il y a un contraste énorme du module de cisaillement dans le corps humain, il y a un contraste très faible de la compressibilité. Alors, d'autre part, le module de cisaillement, c'est le même module que celui que ressent le médecin pendant qu'il fait de la palpation. Lorsqu'on palpe un tissu, on essaye de l'écraser et on mesure un module qui s'appelle le module de Young. Et en gros, je reviendrai là-dessus dans le cours que je ferai sur l'imagerie multi-ondes. Le module de Young, c'est 3 fois le module de cisaillement. Ce qu'on sent quand on essaye de déformer un tissu, c'est le module de cisaillement. Donc, ça d'une part, ça d'autre part. Bon, maintenant, comme il y a ces deux modules, en fait, si vous essayez d'envoyer dans le corps humain des ondes mécaniques, eh bien, il y a deux types d'ondes. Il y a les fameuses ondes qu'on appelle les ondes de compression et les ondes de cisaillement. Ici, il y a une illustration, sauf qu'on ne voit pas les vitesses relatives de ces ondes dans le corps humain. On a l'impression qu'elles vont à la même vitesse, mais vous verrez qu'elles vont à des vitesses très différentes. Maintenant, si on regarde ces deux types d'ondes qui sont des mouvements de vos tissus sous l'impact de perturbations mécaniques, l'une de cisaillement, l'autre de compression, eh bien, ces deux types d'ondes avancent à des vitesses très différentes. Je serai plus précis dans mon cours sur l'imagerie multi-ondes plus tard, mais ça va nous suffire pour mon cours sur l'imagerie ultrasonore. Les ondes de compression se propagent pratiquement à une vitesse qui est la racine carrée du module de compressibilité que divise ρ. Comme il vaut 1 gigapascal et comme ρ vaut 1000 kg par mètre cube, vous faites le rapport, vous prenez la racine carrée et vous tombez en gros sur 1520 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse des ondes de compression et c'est en gros la vitesse des ondes de compression dans l'eau. Par contre, les ondes de cisaillement, elles avancent à des vitesses de phase bien plus lentes, puisque mu est très faible, de l'ordre du kilopascal, et les vitesses de ces ondes, c'est de l'ordre du mètre par seconde. On a deux types d'ondes qui se propagent à des vitesses complètement différentes. Alors, maintenant, si on veut faire de l'imagerie du corps humain, on voudrait soit faire l'image du module de compressibilité, soit l'image du module de cisaillement, soit l'image de la densité volumique, qui change un peu d'un tissu à l'autre, mais pas beaucoup. Et ce serait intéressant de pouvoir faire ces trois images proprement. Alors, une première chose, lorsqu'on veut faire une image d'un milieu, on va envoyer des ondes. Ces ondes sont caractérisées par une longueur d'onde, et plus la longueur d'onde est petite, meilleure sera la résolution dans votre système d'imagerie. Elle dépend de la longueur d'onde. Donc, on a l'habitude d'essayer d'envoyer dans le corps humain plutôt des ultrasons, parce qu'aux fréquences plus élevées, la longueur d'onde est plus petite. Et si vous envoyez des ultrasons dans le corps humain, vous pouvez essayer d'envoyer des ondes de compression et d'envoyer des ondes de cisaillement, mais vous avez un gros problème. Aux fréquences ultrasonores, de l'ordre de quelques mégahertz, les ondes de cisaillement ne se propagent pas. Pourquoi ? Parce que le corps humain est aussi un milieu visqueux. Et quand vous essayez de cisailler un milieu, s'il y a ce qui s'appelle de la viscosité de cisaillement, plus vous cisaillez vite, plus cette viscosité de cisaillement transforme votre mouvement en chaleur et rien ne se propage. Donc, vous ne pouvez pas envoyer dans un solide mou des ondes ultrasonores de cisaillement. Elles ne se propagent pas ou elles se propagent sur une profondeur de peau qui est extrêmement petite et donc on ne peut pas les exploiter. Par contre, aux fréquences des ultrasons, les ondes de compression se propagent bien. Les phénomènes dissipatifs qui vont faire que l'onde va s'atténuer sont relativement faibles pour les ultrasons. Ce n'est pas du tout ce qui s'appelle la viscosité de cisaillement.
mais c'est la deuxième viscosité qui intervient, c'est une viscosité de volume qui intervient, mais qui est faible, et donc les ultrasons se propagent bien, les ondes de compression se propagent bien. Par exemple, à 5 MHz, qui est une fréquence beaucoup utilisée en médecine pour faire l'image du sein, ou à 5 MHz, une onde qui se propage à 1500 mètres par seconde, la longueur d'onde c'est 0,3 mm. Donc vous pouvez espérer faire des images résolues. On reviendra sur ces images. Maintenant, si vous voulez envoyer des ondes de cisaillement, vous ne pouvez pas les envoyer aux fréquences ultrasonores, il faut rester dans le domaine des fréquences sonores, et vous ne pouvez envoyer d'ondes de cisaillement que jusqu'à des fréquences de l'ordre de 1000 Hz, et plutôt de l'ordre de la centaine de Hertz. Et si vous voulez traverser le corps humain avec des ondes de cisaillement, vous pouvez le traverser, mais là, il ne faut pas dépasser 100 Hz ou 200 Hz, et si vous pensez à un milieu où la vitesse est 2 mètres par seconde, ça vous fait des longueurs d'onde de quelques centimètres. Donc avec ça, on peut explorer le corps humain avec ça seul, mais on aura une très mauvaise résolution. Et en plus, on aura le problème, c'est qu'on va envoyer une onde qui va avoir une vitesse qui dépend des tissus. Si vous passez sur un bout de foie, elle ira à 1,50 m par seconde. Et si brusquement elle rencontre un muscle, elle ira à 5 mètres par seconde. Donc elle va avancer, reculer, accélérer. Elle ne reculera pas. Mais disons, elle aura une vitesse variable et c'est très dur de faire l'image d'un milieu à vitesse fortement variable. Ici, le milieu dans lequel, si vous envoyez des ultrasons, par contre, le milieu, la vitesse va dépendre, sera de l'ordre de 1520 mètres par seconde et elle va fluctuer de quelques pourcents autour. Donc ce sera un milieu beaucoup plus facile à sentir avec des ultrasons. Alors, quand on dit ça, on comprend pourquoi l'imagerie médicale ultrasonore, qui a eu beaucoup de succès depuis une trentaine d'années, ne s'est développée qu'en envoyant des ondes de compression, puisqu'il y a quelques qui peuvent se propager en profondeur, et donc c'est une image qui ne vous donnera un contraste que de compressibilité des tissus, ou de densité, je le montrerai après. Et ce qu'on a de bon, par contre, quand on envoie des ultrasons, et la compressibilité, ce n'est pas très intéressant, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça n'apporte pas un grand apport au diagnostic. Par contre, ce qu'on a de bien, c'est que comme la vitesse est pratiquement constante, alors on peut faire de l'échographie, puisque si la vitesse est constante, on envoie une onde, et s'il y a un tout petit écho, les échos sont très faibles, il revient, et en regardant le temps d'arrivée de l'écho, bien, on en déduit la profondeur si on a la vitesse des ondes de compression qui est pratiquement constante. Donc on a une relation temps-profondeur très élégante pour les ondes ultrasonores. De temps en temps, il peut y avoir des petites erreurs de quelques pourcents, quand brusquement le milieu a une vitesse de compression un peu plus grande. Si vous envoyez du cisaillement, ça ne marche pas du tout. Le principe de l'échographie n'a aucun sens en onde de cisaillement parce qu'elle change de vitesse sans arrêt, vous ne connaissez pas la vitesse, et en voyant l'arrivée des échos, vous ne saurez pas reconstruire votre milieu comme avec un sonar ou avec un radar. Bon, maintenant, la clé de la réussite des ultrasons, c'est que les échos proviennent des petites variations de compressibilité qui existent au sein des tissus. Et comme les variations de compressibilité sont faibles, c'est un milieu faiblement inhomogène. C'est très différent de l'optique, où vous pouvez envoyer de la lumière qui se propage très bien dans le corps humain. Vous mettez une lampe de poche dans votre bouche et vous voyez de la lumière qui sort de votre joue. La lumière a traversé le corps humain, mais c'est une lumière qui a traversé un milieu fortement hétérogène, et donc vous n'êtes pas du tout dans ce qu'on appelle de la diffusion simple, vous êtes en diffusion multiple, et Claude Boccara vous en parlera. Par contre, nous, les ultrasons sont bien sympathiques. Alors, juste une chose, l'atténuation des ultrasons dans les tissus. En gros, on a constaté que dans les tissus, l'atténuation des ultrasons croît de façon linéaire avec la fréquence. Ce n'est pas tout à fait le cas de l'eau. Dans l'eau, elle croît de façon quadratique avec la fréquence, mais dans les tissus, tous les tissus mous, c'est à peu près ce même régime. Ça s'explique par des temps de relaxation différents dans les tissus, mais ce qui est important, c'est que l'atténuation est telle que, en gros, vous pouvez envoyer des ultrasons qui peuvent se propager dans les tissus sur plusieurs centaines de longueurs d'onde. C'est un phénomène où les ultrasons restent cohérents sur plusieurs centaines de longueurs d'onde et perdent un peu d'amplitude, mais ce n'est pas catastrophique. Et par exemple, si vous regardez typiquement à 5 MHz, vous avez une chute d'amplitude de 1 sur E sur 2 cm. C'est-à-dire que vous pouvez quand même vous permettre d'aller à 5 MHz, vous propager sur 10 cm, parce que vous avez de la dynamique avec vos transducteurs piézoélectriques qui reçoivent des petits échos. Et donc, on peut travailler dans ce domaine de fréquences qui donnent des longueurs d'onde de l'ordre du tiers de millimètre ou encore moins. Alors, en fait, maintenant
qu'on sait que si on choisit bien sa fréquence, les ultrasons se propagent avec peu de dissipation. Donc on peut considérer que c'est une propagation d'ondes mécaniques si on choisit bien les fréquences sans trop de transformation d'énergie en chaleur. Eh bien, on peut regarder mieux l'équation de propagation dans un milieu hétérogène. Et je vous avais défini tout à l'heure ce qui s'appelle le module de compressibilité. Maintenant, je peux vous définir le coefficient de compressibilité qui est l'inverse du module. C'est juste la formulation thermodynamique. Et donc, si je définis ça, comme la vitesse du son, C, c'était racine de K sur ρ, maintenant, en fonction de qui est le coefficient de compressibilité, la vitesse du son s'écrit comme ça. Et ce qui est important, c'est que si vous avez un milieu où la vitesse du son varie parce que soit la densité change, soit la compressibilité change, vous avez un milieu à vitesse variable. Et si vous regardez l'équation des ondes dans un tel milieu, c'est l'équation que j'avais présentée dans mes cours sur le retournement temporel. C'est une équation, s'il n'y a pas de dissipation, qui s'écrit comme ça pour ce qui est de la partie spatiale de l'opérateur de l'équation des ondes, et puis il y a la dérivée seconde par rapport au temps, et il y a ρ et c qui interviennent là. Et quand vous voyez ça, vous voyez que ρ que multiplie c carré, ça n'est rien d'autre que l'inverse du module de compressibilité, si vous regardez cette formule. Et donc, l'équation des ondes, dans une zone où il n'y a pas de source, s'écrit comme ça, pour une onde acoustique de pression qui se promène dans le milieu. Cette équation, il y a plusieurs hypothèses. On est en régime linéaire, je parlerai de ce qui se passe en régime non linéaire plus tard. Et d'autre part, cette équation, on considère que les ondes ne sont pas dissipées en chaleur. Par contre, les ondes peuvent être diffusées dans toutes les directions si la carte de ρ est très compliquée ou la carte de compressibilité varie très fort. Alors, quand vous avez une telle équation, comme cette équation, vous vous rappelez que le milieu dans lequel nos ondes se propagent est faiblement hétérogène, c'est-à-dire que ρ varie peu autour d'une valeur d'équilibre ρ0 et qui varie peu. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire qu'en tout point du milieu, la compressibilité, c'est Ki0, la valeur moyenne, plus un petit delta Ki, qui est inférieur à quelques pourcents du Ki0. Et ρ, c'est la même chose. ρ change un petit peu. Et il y a des petites variations de densité. Et vous pouvez poser gamma de Ki de R, c'est la variation relative de compressibilité, la variation locale. Et puis, vous pouvez poser gamma de ρ, la variation relative de densité. Et vous pouvez remettre ça dans la définition de l'équation des ondes que j'avais écrite tout à l'heure. Et quand vous faites ça, l'équation des ondes a été écrite comme ça. Si vous remplacez Ki de R par son développement et ρ de R par son développement, eh bien, vous pouvez faire quelques petits changements de variables astucieux et vous retrouvez une équation des ondes qui vous rappelle celle à laquelle vous êtes habitué. Habituellement, ce n'est pas diff de grade sur ρ, c'est plutôt laplacien. Vous retrouvez un laplacien de P moins 1 sur dérivée seconde de P. Ça, c'est l'équation des ondes en milieu homogène. Ici, la vitesse, c'est la vitesse C0 moyenne, qui vaut 1 sur racine de ρ0 Ki0. C'est la vitesse moyenne du substrat. Et vous voyez que les petites variations, vous les reportez à droite, comme ce que j'appelais des termes sources dans une équation des ondes. Il y a ici une dérivée seconde par rapport au temps de la pression qui apparaît, mais qui dépend des modulations de compressibilité, les variations relatives de compressibilité. Et il y a ici les variations relatives de densité du milieu, mais il y a une divergence qui apparaît devant parce que la densité venait par le ρ qui était dans la divergence. Et donc vous voyez que l'équation des ondes en milieu, dans un milieu hétérogène peut s'écrire comme ça. Une partie standard, une partie comme ça. Et ça, c'est une écriture agréable parce que c'est une écriture où vous avez l'équation des ondes dans un milieu homogène plus un terme source. Et le terme source dépend lui-même de la pression. C'est donc une équation self-consistante. Ce terme dépend de la pression, Et ce terme dépend de la pression. Et là, vous pouvez faire une gymnastique très habituelle. Quand vous avez un milieu faiblement hétérogène, vous pouvez vous dire que la pression, ça va être une pression incidente. Vous envoyez une onde incidente et vous considérez que cette onde vérifie l'équation des ondes en milieu homogène. Donc ça, c'est une onde plane, par exemple, que vous envoyez dans le milieu. Et vous dites que la pression, vous la décomposez sous la forme d'une onde qui est l'onde de référence, qui examine le milieu, plus une onde que vous appelez l'onde diffusée. Et vous dites que la somme de ces deux choses vérifie cette équation. Et sachant que PI, lui, vérifie une équation sans second membre. Et ça vous entraîne une équation à nouveau self-consistante qui vous dit
que si vous introduisez ce qu'on appelle la fonction de Green de cette équation, vous mettez ici égale delta R, delta T, une source, et vous avez ce qui s'appelle la fonction de Green, c'est l'onde émise par un point source dans un milieu homogène, bien vous trouvez que la pression P qui vérifie cette équation, c'est la pression de l'onde d'exploration PI que vous envoyez au départ, qui vérifie une équation homogène, plus une résultante de petits phénomènes qui viennent de toutes les sources qui sont là. Et les sources, ce sont tout ce que j'avais vu ici, c'est ces termes où il y a des compressibilités qui varient et des densités qui varient. Et donc, vous écrivez ça comme ça, et ici, vous avez un terme source qui dépend de la pression. Donc, c'est une équation P dépend de P, ce qui n'est pas très pratique. Et la fonction de Green, je l'ai réécrite, la fonction de Green dans un milieu de vitesse constante s'écrit comme ça. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites l'approximation de bornes du premier ordre, c'est-à-dire l'approximation de la diffusion simple qui n'est valable qu'en ultrasons, mais qui n'est pas valable en optique. Vous dites que l'onde que vous émettez, elle est dominée par l'onde incidente, et l'onde diffusée est très faible devant l'onde incidente. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir dire qu'au lieu d'avoir un terme source qui dépend de P lui-même, P s'écrit PI plus une petite quantité, et ce qu'on appelle la diffusion simple, c'est de dire qu'ici, on laisse que PI. PI est connu, donc ici, tout est connu, et on peut trouver P de R et de T. Ce n'est plus une équation self-consistante, c'est une équation sympathique. Et cette équation, je peux la réécrire maintenant en mettant PI ici dans les termes sources, et si je la réécris, je vois que l'onde que je vais envoyer, par exemple ici j'ai une barrette de transducteur qui va m'envoyer une onde dans ce milieu, et cette onde va avancer comme ça. Si dans le milieu j'ai des inhomogénéités de compressibilité, des endroits où la compressibilité change, je vais avoir apparition de petites fonctions de Green qui vont partir avec un poids qui dépend de ces petits défauts, et c'est ça que je veux imager. Et puis je vais avoir aussi un autre type d'onde qui va dépendre des inhomogénéités de densité. Et là, ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est de voir ici que l'inhomogénéité de compressibilité apparaît avec une dérivée seconde par rapport à la pression. Par contre, l'inhomogénéité de densité apparaît dans une divergence, c'est-à-dire apparaît à travers une dérivée spatiale de la fonction. Et ça vous montre une chose. Si vous avez un milieu dans lequel vous allez envoyer des ondes. Alors ici, j'ai mis une intégrale parce que gamma de chi pouvait varier partout dans le milieu, mais imaginez que le milieu n'est juste que 4 petits accidents de compressibilité. C'est-à-dire la compressibilité, elle amène partout, mais il y a juste 4 endroits où la compressibilité, à 4 positions R0, R1, R2, R3, j'ai un petit gamma de compressibilité qui saute, une petite variation. Eh bien, ça me dit que si j'envoie une onde, l'onde PI, quand elle cogne ces petites inhomogénéités, naissent des fonctions de Green, qui sont des ondes sphériques, que je peux enregistrer. Donc l'onde passe, et à chaque inhomogénéité, il y a des ondes qui sortent. Maintenant, si l'inhomogénéité était une inhomogénéité de densité, les choses sont un peu différentes. Je ne sais pas faire la figure aussi bien. J'envoie une onde. À chaque inhomogénéité, il va y avoir des ondes, mais au lieu de partir dans toutes les directions, ça s'appelle des ondes monopolaires, ça s'appelle des sources monopolaires, l'onde part dans toutes les directions, mais si c'est une inhomogénéité de densité, c'est un endroit qui est plus ou moins lourd. Quand vous le poussez avec une pression, cet endroit va se comporter comme un petit dipôle. Et la différence entre une inhomogénéité de compressibilité, c'est que chaque inhomogénéité vous renvoie une onde sphérique avec la même force dans toutes les directions. Par contre, si c'est une inhomogénéité de densité, chaque petite inhomogénéité de densité vous renvoie une onde, mais seulement vers l'arrière ou vers l'avant. Et rien à 90 degrés. C'est un dipôle. Ça veut dire que si vous faites de l'échographie, c'est-à-dire vous envoyez une onde par là et vous écoutez les échos, vous ne serez pas capable de reconnaître si l'inhomogénéité est de compressibilité ou de densité, parce que quoi qu'il arrive, elle vous renvoie quelque chose vers l'arrière. Et donc, l'inhomogénéité, un dipôle, ça vous renvoie aussi quelque chose vers l'arrière. Par contre, si vous émettez une onde par là et si vous écoutez ce qui part dans cette direction, eh bien, seulement les inhomogénéités de compressibilité vous renverront quelque chose, alors que les inhomogénéités de densité ne vous renverront rien, et vous pourrez les discriminer. Mais ça, c'est plus compliqué, parce que c'est très dur dans le corps humain de mettre une barrette de transducteur sur le ventre et en même temps perpendiculairement, à cause des côtes. On peut le faire sur le sein, et donc sur le sein, on peut imaginer un appareil qui pourrait reconnaître quand les échos viennent de la compressibilité qui varie ou de la densité. Mais habituellement, en échographie, les dipôles sont oubliés, et on raisonne comme si c'était juste de la compressibilité. Alors, on reviendra peut-être là-dessus.
Alors maintenant, comment faire une image? Pour faire une image, il faut transmettre et recevoir des ultrasons. Pour ça, il faut des réseaux de transducteurs piézoélectriques. Il y a des réseaux qui peuvent être appelés à une dimension ou à 1,5 dimensions ou 2 dimensions. Le nombre de transducteurs, c'est de l'ordre de quelques centaines. Maintenant, on fait des réseaux à 2 dimensions, il y a 4000 transducteurs, mais les électroniques ne savent pas gérer encore ça. Et les transducteurs qui vont émettre des ultrasons savent émettre des ultrasons avec une très large bande passante, c'est-à-dire ils émettent des pulses très brefs. Donc, on aura des signaux très brefs et on pourra reconnaître les échos de chaque structure, l'une derrière l'autre, et on a ce qui s'appelle une bonne résolution axiale. Et la barrette de transducteur typique que vous devez tous connaître parce que vous avez dû tous voir soit votre femme se faire examiner pour voir son bébé, soit vous-même pour vous faire examiner, cette barrette typique est là et elle a quelques centaines de transducteurs. Et cette barrette, aujourd'hui, est constituée de matériaux qui sont des céramiques piézoélectriques et il y a des tas d'astuces pour les fabriquer. Et cette barrette, habituellement, on lui colle aussi sur le nez une lentille acoustique qui va faire que cette barrette, il va y avoir beaucoup de transducteurs dans cette direction, quelques centaines, mais dans l'autre direction, il y a juste un transducteur et on lui donne une précourbure pour qu'il y ait une distance focale préférentielle. Je reparlerai de ça plus tard. Et donc, quand vous utilisez ça, chaque élément transducteur, quand vous l'excitez par un signal électrique bref, il vous sort un petit signal de pression qui contient une ou deux oscillations. Ici, c'est un signal bref, à large spectre. On peut même faire des signaux plus beaux que ça. Ça, c'était une vieille diapo qui a déjà un certain nombre d'années. Mais maintenant, on peut faire pratiquement juste une arche de sinusoïde qu'on maîtrise parfaitement avec des transducteurs qui ont des réponses et des bandes passantes très bonnes. Et alors, le principe général de l'imagerie ultrasonore, le plus général, mais qui n'a jamais été utilisé, sauf maintenant un petit peu dans notre labo, mais le principe le plus général, c'est de dire, pour faire une image, j'envoie une onde, et puis j'écoute tous les échos de tous les diffuseurs. Et si vous êtes très riche, très bien équipé, c'est-à-dire si vous avez des centaines de transducteurs et que chacun a un amplificateur, un convertisseur analogique digital et une mémoire, vous stockez tout dans les mémoires. Ça, on n'avait pas ça dans les échographes il y a quelques années encore. Donc on n'imaginait même pas faire ça comme ça pour faire une image. Là, c'est une image où on fait un tir, on stocke dans les mémoires. Et dans la mémoire, si vous avez un processeur très rapide, astucieux, vous allez traiter en parallèle vos signaux. Et en reconnaissant les courbures de chaque onde qui viennent de chaque diffuseur, vous allez trouver le poids de chaque diffuseur. Et donc, vous allez faire une espèce de carte de compressibilité. Et ça vous donne une image où il y a autant de lignes que de transducteurs. Et vous regardez cette image que vous allez représenter. Alors maintenant, comment on peut faire l'image? Comment on peut transformer l'image des échos en une vraie image? Eh bien, comme le milieu a une vitesse du son pour les ondes de compression qui est pratiquement constante, on peut avoir une cadence d'image très grande, puisqu'un seul tir suffit. Comme on va à 1500 mètres par seconde, si vous écoutez ce qui vient de 10 cm, c'est comme si vous parcourez 20 cm. Parcourir 20 cm à 1500 mètres par seconde, vous faites ça en 1 cinquième de seconde. Et hop, vous avez en 1 cinquième de seconde tous les échos qui viennent du milieu. Maintenant, comment faire l'image? Eh bien, l'image, vous pouvez la faire par du renversement du temps, ce qui est, disons, la façon la plus élégante, mais qui n'était pas utilisée jusqu'à présent. Ben, quand vous émettez votre onde, vous recevez, pour chaque diffuseur, j'en ai mis 4, le signal écho, mais il peut y avoir des centaines de milliers de diffuseurs. Vous recevez donc des centaines de milliers de petites ondes sphériques. Vous collez tout ça dans des rames, dans des mémoires électroniques, et une fois que vous êtes dans la rame, vous faites dans un processeur un renversement du temps de tous ces signaux, et vous les repropagez dans un milieu dont vous connaissez la vitesse du son, puisque vous faites l'hypothèse qu'elle est bonne. Et donc vous faites ça, et en faisant ça, c'est comme si dans l'ordinateur, vous avez une barrette de transducteurs fictive associée à celle-là. Tous ces signaux sont retournés temporellement, donc les ondes divergentes deviennent convergentes. Et si vous les renvoyez, elles vont refocaliser à un moment donné, au moment du collapse des ondes, elles vont refocaliser vers l'image de ce qu'est les points de compressibilité. Alors ça ne marche que si la vitesse est uniforme. Et vous voyez que le film retourné temporel, c'est un film qui dépend du temps. Et il y a des temps magiques pour lesquels, paf, paf, les ondes reviennent exactement au point. Et c'est à ce temps-là qu'il faut mesurer l'amplitude pour avoir l'idée de l'amplitude des réflecteurs que vous avez. Alors ça peut s'écrire mathématiquement de la façon suivante. Imaginez que vous ayez une barrette, que vous ayez 4 petits défauts à 4 profondeurs différentes, les positions R1, R2, R3, R4, 4 réflectivités différentes. Vous envoyez une onde et vous regardez ce que c'est que le signal échographique. Sur le transducteur numéro I, vous envoyez une onde plane.
Donc vous envoyez une onde qui va avancer à la vitesse du son, elle va cogner au bout d'un temps Zn sur C, le réflecteur, Z2 pour ce réflecteur, il va y avoir un petit écho et vous allez le capter. Donc l'écho total, ce sera la somme des réflectivités de chaque transducteur, de chaque diffuseur. Alpha n dépend de la variation de compressibilité. Il y aura les fonctions de Green, qui sont les ondes qui repartent de chacun des points. Et vous faites la somme de tout ça convoluée par la forme temporelle du signal que vous avez envoyé. Un signal qui a une certaine bande passante. Et c'est ça votre écho. Quand vous avez votre écho, sur chaque voie numéro I, vous le captez. Et quand vous avez tout ça, vous retournez temporellement les échos. C'est-à-dire, vous allez réémettre tous les échos après un temps t égale 2z max sur c, c'est le temps max pour avoir tout écouté. Vous reprenez ces signaux, vous les retournez temporellement et vous les réémettez. Et les réémettre, c'est les convoluer par les fonctions de Green du milieu, que vous connaissez, G0. Et vous faites cette opération. Et ça va vous donner le film pour tous les temps t, pour tous les points R de l'espace image. Et vous allez faire le film, R dépend de x et de z, et à un moment donné, l'image, ce sera de chercher au bon temps, pour ce qui est à la distance z sur c, vous regarderez l'image au bon temps et vous regarderez la valeur, et ça, vous appellerez ça la fonction image. Maintenant, l'image ne dépend que de l'espace, alors que là, c'était une image qui dépendait de l'espace et du temps. Et quand vous faites ça, vous avez votre image. Alors, une petite remarque, les gens ne parlaient pas de retournement temporel. Là, physiquement, on comprend bien que les ondes reviennent à leur point de départ en retournant temporellement les signaux, mais les gens avant parlaient de beamforming. C'est-à-dire, ils disaient, on a reçu l'écho, et au lieu de retourner temporellement et de convoluer par les fonctions de Green, que j'appelais les fonctions de Green retardées, on fait le contraire. Les gens habituellement recevaient l'écho, ne le retournaient pas temporellement, mais le convoluaient par des fonctions de Green avancées. Et en fait, dans les processeurs, dans les méthodes qui cherchent dans tous les échos toute la courbure des fronts d'onde, en fait, on fait cette opération mathématique. C'est exactement la même que celle-là, sauf que là, on a renversé le temps ici, et là, on ne l'a pas renversé, alors que là, on n'a pas renversé le temps là, et on le renverse ici. Et quand on fait ça, on fait l'image, et après, on cherche pour le temps magique la valeur, et on a l'image. Bon, ça, c'est juste pour vous dire, voilà comment on peut faire de l'image, et cette image, j'appelle ça une image holographique, parce qu'en fait, on a enregistré tout le système des franges qui reviennent de tous les diffuseurs, sauf qu'on n'a pas envoyé des ondes sinusoïdales, on a envoyé des ondes pulsées, c'est de l'holographie impulsionnelle, on a tout stocké, et après, on fait une reconstruction inverse qui revient à backpropager les signaux, et le principe du retournement temporel vous explique que ça doit reconverger. Alors évidemment, la tâche focale ne sera pas parfaite parce que vous avez un réseau de transducteurs qui a une taille finie. S'il avait une taille infinie ou s'il tournait autour du milieu comme dans une cavité, la tâche focale aurait une taille lambda sur 2. Mais habituellement, dans ces cas-là, vous avez des tâches focales limitées par l'ouverture que vous avez. Alors cette méthode, je vous en parlerai beaucoup dans mon dernier cours sur l'imagerie multi-ondes, parce qu'on l'exploite pour faire l'image de toutes les ondes de cisaillement dans le corps humain. Mais aujourd'hui, personne n'avait cet appareil. Aujourd'hui, tous les échographes font de l'imagerie séquentielle. On a le même réseau de transducteurs, mais dès le départ, au lieu d'envoyer une onde plane, on envoie une onde focalisée. Et on focalise en mettant des retards entre chaque transducteur piézoélectrique, et ça focalise, et on écoute les échos de cette zone, qui s'appelle la zone focale. Et il faut un temps pour les écouter. Puis après, électroniquement, on translate, on fait une autre image, une autre image, une autre image. Et puis, on a donc une image de bonne qualité sur une certaine profondeur, qui est la profondeur de champ de votre focalisation. Mais après, il faut changer de focale. Si on veut aller explorer, et il faut faire pas mal de focales. Et alors, c'est intéressant de comprendre comment marchent les échographes d'aujourd'hui. Les échographes d'aujourd'hui font des images séquentielles. Il faut tirer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour avoir un petit bout de ligne. Et quand vous faites ça, à l'émission, vous focalisez, c'est-à-dire qu'à l'émission, chaque transducteur, au lieu d'émettre en phase une onde plane, vous les faites émettre avec des retards pour que tous les signaux s'additionnent physiquement à un endroit. Donc ça, c'est la focalisation d'émission. Donc on éclaire une zone pas très grande. Et si à cet endroit, il y a un diffuseur de compressibilité, par exemple, qui renvoie une onde sphérique, un monopôle, eh bien, quand l'onde revient, vous pouvez encore focaliser en réception. C'est-à-dire que vous allez voir des échos qui arrivent à des temps différents. Et si vous mettez des retards qui compensent exactement ces temps, tous ces signaux se mettent ensemble et quand vous les sommez, ça devient très grand. Et vous faites ce qui s'appelle focalisation, émission, réception. Ça, c'est le principe de l'échographie, double focalisation. Mais ça prend du temps parce qu'il va falloir aller explorer d'autres zones. Et alors, vous pouvez faire aussi de la focalisation, non pas sur l'axe, mais vous pouvez faire aussi, vous décidez avec vos transducteurs de focaliser dans un coin pour faire ce qu'on appelle des images sectorielles.
et vous pouvez faire une loi de retard à l'émission et à la réception qui s'écrit en fonction de l'angle que vous envoyez et de la focale comme ça. Donc ça, vous pouvez manipuler vos fronts pour focaliser partout et écouter tous les échos. Et vous faites la focalisation aller-retour. Et la taille de la tâche focale, elle est donnée par les lois de la diffraction. On est dans un milieu de vitesse constante, on a une distance focale f, on a une ouverture d, on a une longueur d'onde centrale du paquet d'ondes lambda. Eh bien, la largeur de votre tâche focale, c'est en gros lambda f sur d. Et puis, la tâche focale est belle sur une certaine profondeur, qui s'appelle la profondeur de champ, qui vaut en gros 7 fois la longueur d'onde que multiplie f sur d au carré. C'est des lois très standards de la théorie de la diffraction. Donc, si vous voulez faire une image complète, il faudra peut-être avoir plusieurs focales pour faire votre image. Et je vous montre juste, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que voilà une simulation. L'onde qu'on envoie n'est pas une onde monochromatique, c'est une onde sinusoïdale très brève, c'est 2-3 oscillations. Et quand vous regardez l'onde que vous créez, en ayant mis les bons retards, vous voyez le film de l'onde et vous voyez que cette onde, elle va ici, mais vous la voyez aussi là. C'est-à-dire que vous avez une onde qui avance, mais qui bave, elle a des moustaches, parce qu'ici, on étudie ce qui s'appelle de la diffraction impulsionnelle, c'est un signal impulsionnel, et on voit que cette onde va avancer jusqu'à l'endroit où il y a son centre de courbure, et vous allez voir qu'elle va se resserrer, elle va avoir une amplitude beaucoup plus grande, mais vous voyez ici ces moustaches où il y a du signal, c'est-à-dire que tous les petits diffuseurs qui sont là vous renvoient des échos. Et là, quand vous arrivez au point focal, vous avez un signal très fort d'ici, mais vous avez aussi le signal des moustaches. Et ça, c'est très important parce que ça va expliquer ce qui caractérise l'image médicale, c'est le bruit de speckle qui vient des moustaches. Et vous pouvez voir ça aussi de la façon suivante. Si vous avez votre réseau de transducteurs et que vous avez courbé vos transducteurs comme si vous avez mis des retards, si vous regardez à un instant donné, j'appelle ça un volume isochrone, où sont toutes les petites sinusoïdes, toutes les petites ondes sphériques parties de tous les points, je trace avec un compas des sphères de même rayon qui partent de tous les points qui sont là, je vois que ça occupe cette moustache. Et au fameux temps focal, où le pic devient très fort parce que j'ai beaucoup d'amplitude, je vois malgré tout que les moustaches s'étalent. Et donc, quand vous écoutez les échos qui reviennent du temps focal, ils ne reviennent pas que de ce point, ils sont bien plus forts ceux qui reviennent de ce point, mais ils reviennent aussi de là. Et si vous avez un milieu plein de diffuseurs, ça vous donne du bruit de speckle. Et après, la courbure, ça continue, vous avez la même gymnastique. On reviendra là-dessus. Alors maintenant, une chose importante. Ce qu'il y a d'intéressant avec les ultrasons, c'est que vous pouvez focaliser en émission, mais là, il faut choisir sa courbure pour focaliser à 2 cm ou à 3 cm ou à 4 cm. Mais par contre, pendant la phase de réception, quand vous écoutez les échos, pendant la phase de réception que j'avais expliquée ici, quand vos échos reviennent, si vous avez un écho qui vient de près ou de loin, il va venir avec une courbure différente. Et là, comme la focalisation se fait dans l'ordinateur ou dans le processeur, à travers des lignes à retard que vous modifiez pour attraper la courbure, vous pouvez mettre ici un système de retard qui se modifie avec le temps d'arrivée pour être toujours focalisé de façon optimum en réception. Donc, en émission, on ne sait focaliser qu'à une profondeur, avec une certaine profondeur de champ, mais par contre, en réception, la focalisation qu'on appelle beamforming peut se faire avec un zoom électronique. Et donc, vos échos, en réception, au fur et à mesure que vous recevez autant taux 1, il va y avoir une loi de courbure qui est là, puis autant taux 2, ça correspond à une autre profondeur, et vous pouvez modifier votre loi de courbure, et c'est ce qui s'appelle de la focalisation dynamique. Et d'autre part, comme vous vous rappelez que la tâche focale de votre instrument dépend de lambda, la longueur d'onde que multiplie f sur d, f c'est la focale et d c'est l'ouverture, vous faites aussi ce qui s'appelle de l'appositation dynamique. Au début, quand vous recevez des échos de près, la focale est faible. Donc vous allez prendre une ouverture D pas très grande. Donc le nombre de transducteurs qui travaillent dans le sommateur est faible. Et puis plus vous allez écouter de loin, plus il y aura de transducteurs dans l'ouverture. Et si vous maintenez F sur D constant, la tâche focale aura la même qualité à toutes les profondeurs. Et quand vous faites ça, vous focalisez très bien dans la dimension de votre barrette de transducteurs. C'est ce que j'appelle la dimension électronique. Par contre, vous ne focalisez pas très bien dans l'autre dimension, qu'on appelle la dimension en élévation. Si vous avez juste un réseau 1D avec une lentille, il focalisera bien à 3 cm dans l'autre dimension. Ce sera ultra fin dans cette dimension, mais dans celle-là, ce ne sera pas terrible. Alors on peut utiliser soit ce qu'on appelle au lieu d'avoir un réseau comme ça, on peut le sous-découper,
Et évidemment, le summum, c'est d'avoir un réseau à 2 dimensions, où vous avez une matrice de 128 par 128. Mais aujourd'hui, la technologie ne sait pas faire ça en piézoélectrique, avec 128 fils par 128 fils. Par contre, avec les transducteurs sur silicium qui sont en train de se faire, qui sont des petites capacités, on pense arriver bientôt à faire des réseaux à 2 dimensions. Aujourd'hui, c'est principalement des réseaux à 1 dimension. Alors, leur tête, c'est ça. Voilà une sonde linéaire, voilà une sonde convexe, voilà une sonde qu'on utilise pendant les opérations, voilà une toute petite sonde, mais on va l'utiliser en faisant des angles énormes pour passer entre les côtes pour faire l'image du cœur. C'est ce qu'on utilise. Et vous pouvez faire des tas de formats d'images, ou comme ça, à partir d'une petite sonde, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est des modes de présentation. Et ça prend un temps. Et le temps, je vous l'avais expliqué, il faut, faut tirer, puis après, il faut changer de focale. Et à vous de compter combien de focales il vous faut. Si vous travaillez par exemple avec une ouverture de f sur d qui vaut 2, pour avoir une tâche focale qui fait 2 longueurs d'onde, comptez sur une grande profondeur combien il vous faut de profondeur focale. Et en gros, là, vous arrivez à des cadences de l'ordre de 25 ou de 50 images par seconde. C'est déjà pas mal. Vous mettez la sonde et hop, 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 et les faisceaux se translatent, vous écoutez les échos, vous avez une image de compressibilité. Et vous pouvez faire ça aussi à partir d'une sonde sectorielle. Vous faites des tirs maintenant en oblique et vous faites votre image. Vous avez un certain nombre de zones focales. Tout ça, ça prend un certain temps. Et c'est toujours ces cadences de quelques dizaines d'images par seconde. Et quand vous regardez les images, ces images, vous voyez un rein, un foie, mais vous voyez partout du bruit. Et vous voyez de temps en temps des zones sans bruit. C'est du sang qui donne des échos beaucoup moins forts que les échos des inhomogénéités de compressibilité. Et vous voyez un peu les parois des organes. Et vous voyez ici une chambre cardiaque, vous voyez ici un anévrisme de l'aorte avec cette zone qui n'est pas très normale, un petit bébé. C'est des belles images pleines de petits speckles qui sont la somme de tous les petits échos, de tous les petits diffuseurs non résolus dans votre système. Et alors, vous regardez ça, ces images sont dynamiques. Ici, je vous montre des images pas très belles. Donc, vous voyez des choses, vous pouvez comprendre la dynamique des valves et un certain nombre de choses. Ça aide énormément le médecin, en particulier en cardio, à mieux comprendre les choses. Maintenant, ce que vous voyez, c'est que dans ces images domine ce bruit de speckle. Ce bruit de speckle vient du fait que les 4 petites cibles que je vous ai montrées tout à l'heure bien séparées, en fait, elles ne sont pas séparées. J'ai des milliers de cibles par zone focale. Dans une tâche focale, qui fait en gros 1 mm au carré ou un peu moins, j'ai des centaines de petits diffuseurs non résolus. Et la somme de tous ces petits échos me donne un bruit, et la microstructure que vous voyez là n'a rien à voir avec la vraie position des diffuseurs, parce que vous avez une tâche focale trop grosse par rapport à la distance entre 2 diffuseurs. Et donc c'est du bruit. Mais par contre, vous avez des zones où il y a moins de concentration, plus de concentration. Voilà ici une carotide avec une sacrée plaque, ici, une fourche, on voit des tas d'informations, on voit ce bruit de speckle partout. Dans les zones où il y a du sang, les échos sont très faibles. Mais ces échos, si on les amplifie, on peut aussi voir les échos du sang. Et si on soustrait les échos de ce qui ne bouge pas, on peut aussi sortir les échos du sang. Et on voit, en plus des diffuseurs que j'appelle de Rayleigh, les tout petits diffuseurs, petits devant la longueur d'onde, on a de temps en temps des parois spéculaires. C'est soit des zones où il y a beaucoup de diffuseurs, mais mises sur une structure cohérente, soit des interfaces. Et donc, c'est ça les 2 types d'échos qu'on a. Le speckle, comme je vous disais, l'origine, c'est que comme il y a des diffuseurs partout, quand vous écoutez tout ce qui revient d'une moustache à un temps donné, ça ne vient pas que de ce point, même si ce point donne un écho 1000 fois plus fort que ces points. Ici, j'ai tellement de points que la somme de tout ça me donne du signal aussi, et me bruite. Alors, le speckle qui gêne dans les images, on peut le lisser. On peut le lisser en faisant ce qui s'appelle du compound spatial. C'est-à-dire, vous pouvez faire une image où vous envoyez d'abord des faisceaux, tous dans cette direction. Et ça va vous donner une structure de speckle. Puis après, vous allez utiliser vos transducteurs, mais pour émettre des faisceaux, mais en oblique. Et donc, le speckle ne sera pas le même parce que vos ondes ne vont pas rencontrer les diffuseurs de la même façon et la répartition aléatoire d'interférences ne sera pas la même. Et donc, en choisissant des angles décorrélés, en éclairant votre milieu, en faisant d'abord une image comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et en faisant la somme de tout ça, vous lissez un peu le speckle. Et ici, par exemple, c'est une image où les tirs ne se sont faits qu'une fois dans cette direction. Là, on a fait les tirs comme ça, mais après, on leur a rajouté des tirs obliques, puis des tirs obliques, et on a sommé de façon incohérente toutes ces images, et on améliore les choses. Ça s'appelle du compound spatial. C'est utilisé dans tous les échographes aujourd'hui. Maintenant, je vous ai dit qu'en plus des échos de parois spéculaires, des échos de speckle de tous les diffuseurs,
il pouvait y avoir aussi les échos des globules rouges, qui sont en gros 40 décibels en dessous des échos des parois. Mais vous pouvez mettre des filtres qui enlèvent les échos de parois pour renforcer ces petits échos de diffuseurs. Et alors vous pouvez faire, si vous voulez mesurer la vitesse de ces diffuseurs, qui vont se balader comme ça, mais la vitesse le long de cet axe, c'est-à-dire la composante de la vitesse le long de cet axe, vous pouvez faire ce qui s'appelle du Doppler continu. Mais le Doppler continu, c'est complètement dépassé dans le domaine des ultrasons. Vous envoyez une sinusoïde d'une certaine fréquence, les petites hématies en mouvement avec une certaine vitesse et un certain angle ressentent une fréquence différente, elles réémettent leurs échos, et quand vous les recevez, vous avez encore une fréquence différente. Et en gros, vous avez un décalage Doppler de 2 fois le shift Doppler à l'aller. Et ça, c'est comme ça qu'on utilisait les premiers appareils pour aller mesurer les mouvements dans le sang. Et ce décalage, c'est des petites fréquences faibles, et vous pouvez les écouter, ces fréquences Doppler, pour entendre bing, la pulsation, et ça a dû vous arriver de vous faire examiner et d'entendre le son de votre pouls, en gros, par ça. Mais ça, ce n'est pas un système d'imagerie, parce qu'on envoie des signaux sinusoïdaux. Pour faire de l'imagerie, des écoulements, il faut envoyer des signaux brefs. Donc il faut envoyer des pulses très brefs, il faut faire de l'imagerie, comme je vous l'ai expliqué, avec une barrette de transducteur. Et là, comme les diffuseurs vous renvoient des petits échos, les globules rouges, vous allez regarder l'image sur une ligne échographique, la numéro I. Vous regardez l'image d'un tir, ça va être un espèce de bruit avec des tas de petits signaux qui viennent de tous les diffuseurs. Et si vous avez un tir juste après, très vite, vous comparez la position des nouveaux échos. Elle aura bougé si les diffuseurs ont bougé. Et vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire ce qui s'appelle de l'intercorrélation. Vous comparez ce tir et le prochain dans des petites fenêtres glissantes. Vous prenez ça, vous les intercorrélez. C'est-à-dire vous comparez l'un à l'autre en le décalant, et vous voyez qu'il faut vous déplacer d'une certaine distance tôt pour avoir le max. Et ça, comme vous connaissez la cadence de tir, vous savez de combien vous êtes déplacé entre chaque tir, et ça vous donne la vitesse. Et on utilise ça, et c'est très beau. Ça vous donne la possibilité de mesurer des tout petits déplacements et donc des vitesses quand vous connaissez la récurrence de vos tirs. Et ça vous donne des belles images couleurs comme ça, où vous voyez les écoulements sanguins. En fait, vous voyez que la composante de la vitesse des écoulements radiales. En bleu, c'est quand ça s'éloigne, en rouge, c'est quand ça se rapproche. Ici, vous le voyez en dynamique. C'était un cordon ombilical, et puis là, c'est autre chose. Et vous voyez ces images qui donnent énormément d'informations au médecin. Il est content, il voit dans quelle direction va le sang au cours du cycle cardiaque, il voit si ça bouge assez, il peut faire des mesures quantitatives, et il voit des tas de choses intéressantes. Et il est content, mais pas toujours. Et là, par exemple, sur une thyroïde, on voit la vascularisation et on voit les zones, on voit comment le sang bouge. Et en fait, ça se voit en dynamique, et on peut comprendre beaucoup de choses par l'étude des mouvements du sang, mais on mesure principalement la composante radiale. Si on veut mesurer la composante transverse, il n'y a pas encore beaucoup d'échographes qui vous donnent aussi la composante transverse, mais disons c'est quelque chose qui est en train d'arriver. On pourra avoir le vecteur vitesse et pas uniquement la vitesse dans une direction. Mais maintenant, quand vous voyez ça, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Et là, c'est quand même ça qui a été très nouveau ces 10 dernières années, qui a apporté un grand gain aux ultrasons. C'est que les ultrasons, au début, on a dit c'est superbe, parce que c'est non invasif. On n'en voit rien dans le corps humain, on met la sonde, clac, on fait l'image, on n'a pas fait mal à la personne. Et on n'en voyait rien. Et puis, alors qu'il y a des techniques où il faut envoyer des agents de contraste pour avoir un bon contraste. Et puis, il y a un Canadien, Peter Burns, qui s'est dit quand même, on trouve beaucoup de trucs, mais si quand même on envoyait des agents de contraste intelligents dans le corps humain, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer l'imagerie des écoulements? Et il a eu l'idée de fabriquer des microbules, en fait encapsulées, suffisamment petites, disons les diamètres sont de l'ordre de 2-3 microns, pour qu'elles puissent se glisser dans le sang. Et il a eu l'idée de fabriquer des microbules qui sont des petits oscillateurs très non linéaires, comme toute bulle, et qui ont donc une propriété intéressante. Quand vous envoyez une fréquence oméga sur une microbulle, ça va être comme un petit ressort, mais qui va vous renvoyer de la fréquence double ou triple. Et donc, il va marquer ce qui va se balader dans le sang en le rendant différent au point de vue de sa réponse. Et là, ici, vous voyez une microbulle sur laquelle vous envoyez une onde sinusoïdale ultrasonore au cours du temps, et vous voyez que le rayon de la bulle, au lieu d'osciller de façon sinusoïdale, il oscille de façon horriblement non sinusoïdale.
Et pourquoi ? Parce que si vous envoyez une pression sur une bulle sinusoïdale, au début, par exemple, une surpression, la bulle va essayer de s'écraser, mais la bulle, plus vous l'écrasez, plus elle se compresse et plus elle devient rigide, et donc plus c'est dur de l'écraser. Ce n'est pas comme un ressort qui a toujours le même coefficient de raideur. Et par contre, dans la phase de dilatation, la bulle elle est ramollie et hop, ça repart. Et donc le comportement d'une bulle, c'est celui d'un oscillateur non linéaire. Et même si vous l'attaquez par une onde sinusoïdale, et le rayon de la bulle va sortir comme ça. Et ce sera ça l'émetteur d'ultrasons. Et donc l'émetteur va vous renvoyer la fréquence simple plus des tas d'autres harmoniques. Et autre chose, dès que vous augmentez la pression sur la bulle, si vous dépassez 10 bars ou 20 bars, paf, vous cassez ces bulles. Et ces petites bulles, on peut donc soit les utiliser comme des oscillateurs non linéaires, ça pénètre dans le sang, et puis paf, on donne une giclée d'ultrasons un peu plus forte et on les détruit. Et elles se détruisent aussi au bout de quelques temps dans le corps humain, mais c'est intéressant. Et là, il y a eu une course à la microbulle. Chacun a inventé sa microbulle avec une coquille, soit en albumine, soit en lipide, soit en ceci, soit en cela. Et tout le monde s'est mis à faire des microbules avec des procédés astucieux. Et ces microbules, un certain nombre de sociétés les vendent. Aux États-Unis, ça n'a pas été approuvé par la FDA. Par contre, l'Europe et l'Asie les utilisent beaucoup. Et les grandes marques vendent beaucoup de ces bulles. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses très intéressantes avec ces microbules pour comprendre la perfusion. Alors d'abord, un peu de physique. Et d'abord, une bulle, ça a une propriété extraordinaire. C'est que c'est un petit résonateur qui résonne à une fréquence pour laquelle la taille de la bulle peut être bien plus petite que la longueur d'onde des ultrasons qui tapent sur la bulle. Et ça, je vais m'expliquer. Quand vous avez une bulle d'air, pression P0, R0, au repos, et vous êtes dans un fluide, de l'eau, disons un fluide quasi incompressible, pression P0 et densité ρ. Si vous vous posez la question, d'abord des petits mouvements d'une bulle, c'est-à-dire on va étudier la bulle en régime linéaire. Ça va être un oscillateur linéaire. Après, on verra le côté non linéaire. Mais c'est intéressant de comprendre la fréquence de résonance d'un oscillateur. Si vous changez le rayon de votre bulle de R0 à R, avec la pression de gaz qui change là-dedans, ça va mettre en mouvement tout le fluide à l'extérieur. Si le fluide est incompressible, le fluide se met à bouger de façon instantanée. Et si, quand vous avez changé votre rayon de R0 à R, vous calculez, vous passez de R0 à R, R étant à R0 plus epsilon, vous calculez l'énergie cinétique que vous fournissez au fluide. Si vous calculez cette énergie cinétique, c'est facile, il suffit de prendre l'intégrale de volume du fluide, de R à l'infini, et vous allez dire que toutes les particules de fluide bougent à une vitesse R', donc vous allez prendre le carré, R' carré, pour l'énergie cinétique, que multiplie 4 pi R2, ρ, la densité, crac, ça c'est l'énergie cinétique. Si vous faites le calcul, en vous rappelant que dans un fluide incompressible, R carré R' est égal à grand R carré grand R', grand R étant le mouvement de la paroi, le rayon de la paroi, parce que dans un milieu où le débit est conservé, il y a cette relation. Vous calculez ça et vous trouvez que l'énergie cinétique, quand vous faites passer le rayon de votre bulle à une valeur grand R, l'énergie cinétique que vous fournissez au fluide est égale à ça. Et quand vous regardez cette énergie cinétique, vous pouvez dire cette énergie, c'est comme si j'avais une énergie cinétique, ça s'écrit 1/2 de mv2. Et si vous comparez, si vous dites que c'est un oscillateur à une dimension, la dimension s'appelant grand R, le rayon, eh bien ça, c'est l'équivalent de 1/2 de m, V2 c'est R'2, et la masse de votre fluide, si vous la calculez à partir de ça, vous trouvez que c'est 3 fois la masse d'eau qui occuperait votre gaz, votre bulle. C'est-à-dire qu'une bulle, quand vous essayez de changer son rayon, elle a l'impression de voir une masse qui pèse 3 fois la masse d'eau qui serait contenue dans la bulle. Donc, la bulle a l'impression de voir un milieu très inerte autour qui a une masse qui est donnée par ça. Maintenant, pour faire un oscillateur, il faut une masse et il faut une constante de raideur. Un ressort, c'est une constante de raideur K et une masse. Et après, oméga, la fréquence de résonance dépend de K et de M. La raideur équivalente, c'est quand vous appliquez une surpression, une force F, de combien se déforme votre milieu, votre ressort. Et comme vous avez un milieu où vous avez PV gamma égale constante, ici vous êtes adiabatique, eh bien vous pouvez trouver la raideur de votre ressort. La raideur, elle dépend du gaz, donc c'est un milieu très compressible, mais qui sent une masse très lourde qui est la masse de l'eau. Donc c'est un milieu qui mélange la raideur d'un gaz, très peu raide, et la masse d'un fluide très raide, mais la masse est très lourde. Et quand vous faites ça,
vous avez une fréquence de résonance pour n'importe quel ressort de raideur K et de masse M, quand vous avez K sur M, oméga carré égale K sur M. Mais comme vous avez le K d'un gaz et le M d'un fluide, le M est colossal. Et ça vous entraîne la chose suivante, ça vous entraîne que, par exemple, si vous avez une bulle qui fait 3 microns de rayon, le rayon de la bulle apparaît ici, au repos, eh bien, elle résonne à 1 MHz. C'est la fréquence de résonance. Or, 1 MHz, si vous envoyez dans de l'eau des ultrasons à 1 MHz, la longueur d'onde, c'est 1,5 mm. Donc, vous fabriquez un petit résonateur qui est 1000 fois plus petit que la longueur d'onde dans l'eau à laquelle il résonne. Et ça, c'est très intéressant de fabriquer des tout petits résonateurs, bien plus petits que la longueur d'onde. Et on peut en envoyer des poussières comme ça dans le corps humain. Alors maintenant, ça, c'était le régime petite oscillation. Maintenant, si je force ma bulle par une pression acoustique extérieure que j'impose, et si je veux calculer le vrai mouvement de ma bulle, mais cette fois-ci sans faire d'approximation, j'ai fait tout à l'heure une approximation de ressort linéaire, je dois réécrire le bilan des forces, l'énergie cinétique égale à la somme au travail que j'ai fourni. Et le travail dépend de la pression interne dans ma bulle, mais dépend des pressions extérieures. Les pressions extérieures que j'applique sur ma bulle, c'est beaucoup de choses. C'est la pression P0, la pression acoustique, la tension de surface, la viscosité aussi quand je change de rayon. Et si j'intègre ça, je trouve cette équation. Cette équation, en remplaçant ça s'appelle l'équation de Rayleigh-Plessey. C'est une équation très non linéaire qui vous dit que si vous avez ici une force sinusoïdale qui s'applique sur une bulle, le rayon R de la bulle ne va pas répondre de façon sinusoïdale, il y aura du R seconde, du R prime carré, et va répondre de façon très non linéaire. Et vous pouvez étudier le mouvement non linéaire de cette bulle pour voir comment elle génère des harmoniques. Puis en plus, vous avez un terme de compressibilité dont je ne parle pas. Et la pression du gaz, c'est la pression en régime adiabatique, c'est comme ça, en tenant compte aussi de la tension superficielle. Vous avez ça, vous pouvez étudier complètement la dynamique de la bulle. Vous pouvez aussi maintenant étudier la dynamique d'une bulle qui a une coque. Et vous allez retrouver la même équation que celle qui est là, sauf que le sigma, qui est la tension superficielle de l'eau, maintenant ça va être le sigma dû à la coque. Et une coque en lipides peut avoir un sigma variable, un sigma qui dépend de R, et vous pouvez rentrer ça et vous pouvez faire des modèles pour comprendre comment la bulle oscille. Je ne rentre pas plus dans la physique, mais ces petites bulles ont été étudiées très mathématiquement et très bien pour comprendre quelle est leur signature, pour qu'on les repère de façon astucieuse. Et donc, habituellement, on envoie des ultrasons dans de l'eau, il y a une petite bulle, elle se met à changer de diamètre de façon très non linéaire et elle réémet. Et si on écoute l'écho, si vous avez envoyé une fréquence F0, vous voyez du 2F0 et même vous voyez plus de choses que ça. Et donc, c'est intéressant parce que l'idée de Peter Burns, quand il a eu cette idée de ces bulles, c'était de dire, je vais faire de l'imagerie harmonique, je vais envoyer mes bulles dans le corps humain et je vais envoyer des fréquences autour de la fréquence F0, mais en fait, on n'envoie pas qu'une fréquence dans le corps humain, on envoie un spectre, et vous verrez le problème. Et je vais écouter à 2F0. Et je vais comme ça ne voir que les bulles, puisqu'elles sont des oscillateurs non linéaires. Et là, il y a un petit problème, c'est que ça marche très bien si vous envoyez un contenu spectral comme ça, parce qu'à 2F0, le contenu spectral est comme ça, il se sépare. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit que pour faire de la bonne imagerie, il faut envoyer un contenu spectral très large pour avoir une très bonne résolution. Et donc, ce n'est pas évident de mesurer la fréquence double. Donc, ce problème où les deux spectres d'émission et de réception se chevauchent, comment le résoudre? Et là, Peter Burns et d'autres ont eu des idées très astucieuses de méthodes qu'on appelle de pulse inversion ou de power modulation. Alors, je vous explique ce que c'est que la pulse inversion. C'est très simple. On envoie un premier pulse dans le milieu qui a une certaine forme. On écoute l'écho. L'écho, comme il vient de la bulle, il y a de la non-linéarité. Vous voyez ici que son spectre, le spectre qu'on a envoyé là, le spectre qu'on a reçu, c'est ça. Et nous, on voudrait ne sortir que ce qui vient de la non-linéarité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie maintenant le même pulse, mais où on a inversé le signe. On met plus 1 quand c'est moins 1 et moins 1. Et donc, comme le milieu est non-linéaire, quand vous mettez du plus 1 ou du moins 1, ça va se comporter de façon extrêmement différente. Et quand vous envoyez ce pulse, vous allez recevoir un nouvel écho. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la différence entre les deux échos. Si vous étiez en régime linéaire, la différence des deux échos vous donne 0. Mais si vous êtes en régime non linéaire, la différence des deux échos vous donne une différence. Et cette différence, elle est bien centrée dans tout ce qui est... Elle ne vient que de ce qui est non linéaire, de tout ce qui a été différent entre voir le... Et
ça, bien que les spectres se chevauchent, c'est une façon de sortir, en gardant un spectre large, tout ce qui est non linéaire. C'est une des méthodes. Il y a une deuxième méthode qui consiste à envoyer un pulse, écouter l'écho, puis après vous allez envoyer un pulse 2 fois plus petit en amplitude. Et vous allez écouter l'écho que vous allez multiplier par 2. Donc j'envoie le même truc 2 fois plus petit. Et j'écoute l'écho que je multiplie par 2. Et je regarde la différence entre le truc multiplié par 2 et le premier. Et la différence me donne un signal qui est un signal aussi qui révèle bien tout ce qui est non linéaire, y compris dans les parties basses du spectre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de limiter mon spectre. Et donc ces deux méthodes sont implémentées sur toutes les nouvelles générations d'échographes pour voir les harmoniques. Et alors, quand on fait ça, bon, ça c'est des mauvaises images. On regardait l'image de l'intérieur d'une... on injectait des particules d'albunex dans une cavité cardiaque. Si on les regarde juste à la fréquence normale, on voit ces particules, mais si on les regarde à la fréquence harmonique, on les voit très bien parce que là, elles sortent par rapport au bruit, y compris par rapport aux parois. Et là, regardez, ça c'est assez intéressant. Là, vous injectez ces petites particules par le sang et en même temps que vous les avez injectées, c'est une image au sein d'un carcinome. Vous voyez chacune des particules arriver dans le bruit. Et donc, dans le bruit de structure de Speckle qui est très difficile à voir. Et vous arrivez à voir à quelle vitesse elles avancent, à quelle vitesse elles rentrent. Ça, c'est un détail sur 1 centimètre. Et quand vous voyez ça, vous voyez quelque chose d'assez intéressant. Alors, je ne sais pas si j'ai mis ça dans le bon ordre. Ici, excusez-moi, j'ai un film qui... Ah, le film... Ah oui, attendez, j'ai dû... Est-ce que j'ai oublié un film? Ouais, j'ai fait une bêtise, là. J'ai mis celui-là. Bon, alors, ça... il y avait un petit film qui était assez spectaculaire. C'est un myocarde. Vous avez laissé les particules, après avoir fait une injection, les particules ont envahi le myocarde, vous faites une image du myocarde. Mais vous filmez ça au cours du temps. Et vous regardez à différents temps les particules. Et là, comment les particules rentrent. Et à un moment donné, vous envoyez un flash, non pas de lumière, mais d'ultrasons, pour détruire toutes les particules qui sont rentrées dans le myocarde. Elles ont toutes été détruites. Et puis vous regardez après, image par image, là vous avez vidé le myocarde, et vous regardez à quelle vitesse les particules reviennent. Et vous pouvez après, localement, mesurer à quelle vitesse le sang rentre à nouveau dans tous les capillaires. Et vous pouvez mesurer un temps de perfusion par zone, et en faisant ça, vous pouvez faire une image comme ça, j'espère que cette image va marcher, j'ai perdu une image tout à l'heure. Et là, ici, c'est une image en temps réel où vous voyez le temps de perfusion. Vous voyez ici qu'il faut, quand c'est en rouge, c'est un temps de perfusion très long. Ça veut dire que ça, ce sont des zones qui ont été infarctées, où vous n'arrivez pas à vous remplir en sang. Et ce genre d'image est très intéressante. Ici, par exemple, c'est l'image d'un rein aussi, où vous faites ce même genre d'opération, et vous allez regarder à quelle vitesse les particules réinfusent le rein. Donc vous pouvez voir une information sur la perfusion. Vous pouvez comparer à différents temps dans chaque zone. Et là, par exemple, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un traitement antivasculaire. C'était un cancer sur lequel on fait ce traitement antivasculaire. Et 24 heures après, on regarde d'abord le temps de perfusion qu'on avait avant le traitement, et 24 heures après, on voit maintenant qu'il y a des zones où on a bloqué toute la vascularité et le temps devient très long, et il y a des tas de zones qu'on n'arrive même plus à revasculariser. Donc, ça vous permet, cette technique de perfusion, de faire des choses intéressantes de ce genre-là. Alors, bon, ça, je ne vous montre pas ça. Alors maintenant, une chose. Toutes ces techniques reposent sur l'écoute des échos des bulles qui sont non linéaires, puisqu'elles vous renvoient des signaux à une fréquence double. Un jour, un médecin qui avait acheté cet appareil, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce domaine, qui utilisait cet appareil normalement avec des bulles, puisque c'était vendu pour marcher avec des bulles, un jour il a oublié de mettre des bulles, et il s'est mis en mode harmonique, c'est-à-dire qu'il a envoyé une fréquence et il a regardé la fréquence double. Et il s'est rendu compte que sur des tas d'images échographiques normales où il n'y avait aucune bulle, ça devenait très intéressant. Et ça donnait des images beaucoup plus nettes. Et ce n'était pas évident de comprendre pourquoi. Alors là, normalement, je vais aller vite. Quand vous envoyez une pression acoustique suffisante dans le corps humain, l'équation des ondes que j'avais linéarisée dans un milieu à vitesse constante où je mettais égal 0, elle est plus linéaire. Parce que quand vous avez une compression forte,
la vitesse du son est plus grande dans les zones où vous compressez forte que dans les zones où vous dépressez. Donc, ce n'est plus une vitesse constante, c'est un effet non linéaire. Et quand vous regardez l'équation des ondes en régime non linéaire dans un fluide, cette équation, c'est comme ça, mais il y a aussi un terme source où le carré de la pression apparaît. Mais c'est toujours des dérivées secondes par rapport au temps. C'est très bien parce que c'est toujours invariant par renversement du temps. Mais ça, c'est une équation non linéaire. Et dans cette équation, chaque tissu a des paramètres de non-linéarité, epsilon, plus ou moins importants, mais c'est de l'ordre de quelques unités, le paramètre de non-linéarité. Quand vous envoyez, par exemple, dans le corps humain, une onde sinusoïdale, si vous faites bouger vos particules à une vitesse qui est de l'ordre d'une vitesse, disons, le dixième de la vitesse du son, alors vous êtes dans ce qu'on appelle un régime de Mach pas négligeable, un régime non linéaire. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les zones où la pression devient forte, la vitesse devient plus élevée que dans les zones où la pression acoustique est égale à zéro et dans les zones où la pression... Et donc, quand vous envoyez une sinusoïde, elle avance, mais elle se déforme. Et en avançant, elle se déforme et son spectre s'enrichit. Hop, elle avance, son spectre s'enrichit. Hop, elle avance. Et ça, c'est bien connu. Quand vous envoyez une sinusoïde dans de l'eau avec une amplitude de quelques bars, la sinusoïde ne reste pas sinusoïdale. Les parties de forte pression vont plus vite que les parties de faible pression. Et il y a un moment donné où même l'onde peut culbuter, c'est-à-dire que le front positif arrive et c'est la vague qui se casse. Et ça s'appelle la distance de choc. Et quand on étudie la propagation dans le corps humain, en envoyant une sinusoïde, en tenant compte du paramètre de non-linéarité, on voit qu'une sinusoïde, au fur et à mesure qu'elle avance, peut, si vous atteignez ce qui s'appelle la distance de choc, devenir raide, une dent de scie. Et par exemple, si vous envoyez une onde acoustique à 20 bars, et 20 bars, c'est une pression qu'on utilise dans le corps humain pour faire du diagnostic, mais on n'en voit pas longtemps, eh bien, à une fréquence d'1 MHz, au bout de 7 cm, vous avez atteint le régime de choc, c'est-à-dire vous avez créé votre fréquence initiale, la fréquence double, la fréquence triple, quadruple, et toutes les fréquences d'une dent de scie. Et alors, habituellement, on ne se met pas dans ce régime parce que c'est déjà méchant. On ne veut pas arriver au régime d'onde de choc. Et quand vous arrivez au régime d'onde de choc, il y a une dissipation terrible parce que vous avez créé des fréquences très élevées. Et là, d'un coup, il y a plus, l'équation des ondes n'est plus valable. La fameuse équation des ondes que je vous avais montrée n'est plus valable parce qu'il faut rajouter tous les termes dissipatifs. Mais quand vous envoyez ça dans le corps humain, vous voyez que la propagation dans le corps humain crée elle-même des fréquences doubles, triples, dès que vous propagez sur des distances. Et ici, quand vous envoyez dans les tissus un faisceau ultrasonore, vous pensez qu'il est autour de la fréquence centrale, avec tous les films que je vous ai montrés, mais en vérité, au bout d'un certain temps, on fait apparaître du deuxième harmonique, et même du troisième harmonique. Ça dépend de la pression. Et si vous écoutez les échos, habituellement, vous les écoutez dans la même bande passante. Mais vous pouvez décider d'écouter les échos dans la bande double. Et vous pouvez faire de la pulse inversion, comme j'expliquais. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez avoir un faisceau qui, par rapport au faisceau du fondamental, devient un faisceau, puisqu'on a créé des fréquences plus élevées, la longueur d'onde est plus petite, devient plus fin. Et en fait, la tête du faisceau... Alors vous pouvez me dire, au lieu d'envoyer du 2 MHz, je crée du 4 MHz. Alors vous pouvez me dire, mais pourquoi créer par l'harmonique du 4 MHz? Pourquoi ne pas utiliser tout de suite un transducteur à 4 MHz? Parce que le transducteur à 4 MHz vous créera à peu près la même largeur, mais vous créera des lobes beaucoup plus forts que lorsque vous générez par un effet non linéaire une ligne de points source qui rayonne. En fait, il y a un avantage à créer de façon non linéaire des harmoniques dans le corps humain et à écouter les échos des harmoniques. Et il y a un autre avantage énorme, et c'est ça le vrai avantage, c'est qu'on ne vous dit jamais que quand vous mettez une barrette de transducteur, moi je vous ai dit que tous les diffuseurs faisaient de la diffusion simple, c'est-à-dire chaque écho, chaque diffuseur me renvoie un petit écho. Mais quand vous mettez une barrette, il y a des couches de peau ici, et il y a de temps en temps aussi des couches d'os, mais il y a des tas de couches de peau au départ. Et ça, c'est un milieu réverbérant assez méchant, qui fait que quand vous envoyez un faisceau, quand vous écoutez les échos, il y a de la réverbération qui vient de la zone proche. Des quelques dizaines de premières longueurs d'onde, il y a de la réverbération, qui continue à baver dans le temps, puisque c'est des échos. Et quand vous travaillez en régime non linéaire, comme il faut un certain temps pour que s'établisse par cumul le faisceau harmonique, en fait, le faisceau harmonique n'est créé qu'à partir de là. Et donc, quand vous écoutez ce qui vient des harmoniques, ça vient de tout, sauf de la réverbération. Et toute cette zone qu'on appelle du clutter, qui donne du clutter, s'en va. Et quand vous regardez, par exemple, cette image,
c'est l'échographe qui marche en régime normal. C'est un anévrisme. Vous voyez l'écho du sang, mais vous voyez toute la réverbération de ça qui traîne dans l'écho du sang. Là-dedans, c'est des choses qui sont... Et là, vous voyez les choses. Et si vous passez en mode harmonique, vous voyez que ça commence à se nettoyer. C'est déjà plus propre. Et si vous regardez ça sur plusieurs autres exemples, là, ici, c'est un calcul dans une vésicule. Vous regardez, le fait de passer en mode harmonique fait que ces couches qui sont là, qui vous donnent en fait des tas d'échos qui continuent, vous voyez ces couches de peau qui sont là, qui vous donnent des échos qui continuent, qui ne sont pas des vrais échos, mais qui sont des répétitions de trucs, ça, en harmonique, ça disparaît. Et donc, le mode harmonique permet de nettoyer très bien, quand vous comparez l'image fondamentale, l'image harmonique, l'image fondamentale, l'image harmonique, le mode harmonique est très intéressant. Et ici, encore un petit fœtus où on voit la maman avec des couches de graisse et tout, et du placenta qui crée ici du bruit. En fait, c'est un bruit qui ne vient que de la réverbération, ce n'est pas un bruit. Et si vous passez en mode harmonique, ici c'est propre, on voit beaucoup mieux les échos. Donc, l'imagerie harmonique est intéressante. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus, parce qu'il faut que je passe la parole à Claude. Excusez-moi Claude, je t'ai bouffé un peu de temps. Vous voyez que l'utilisation du mode harmonique, qui est quelque chose qui est beaucoup utilisé en optique, dans ce qui s'appelle la microscopie à 2 photons, où on écoute la fréquence double et des choses comme ça, c'est très bien pour suivre les microbules, et donc après on peut les détruire, on peut voir à quelle vitesse elles reviennent, donc on peut mesurer une perfusion, et on peut avoir beaucoup de choses sur le système vasculaire, mais il y a en même temps la non-linéarité des tissus. Et on peut se poser la question, le contraste de l'un, quand on fait de la non-linéarité, quand on envoie un fondamental, s'il y a des microbules, elles vont me donner des super échos au 2e harmonique, au 3e harmonique, mais les tissus vont me donner aussi des échos non linéaires. Et est-ce qu'on peut séparer l'un de l'autre ? Et pour la future génération d'échographes, on réfléchit à ça. Et il y a une façon très simple de séparer les échos qui viennent des bulles, qui sont, elles, seulement des oscillateurs non linéaires, ce n'est pas la même chose que la propagation qui est non linéaire, c'est d'utiliser le concept de retournement temporel. C'est une jolie application qu'on a fait. L'équation des ondes, en régime non linéaire, est une équation toujours invariante par renversement du temps. Parce que l'équation mathématique de Westervelt, ici, contient que des dérivées secondes par rapport au temps. J'ai la pression au carré, ça, c'est pas grave. Et vous allez le comprendre de la façon suivante. Si vous envoyez une sinusoïde dans un milieu de grande dynamique, une surpression forte, une dépression faible, forte, il y a une zone qui va aller plus vite. L'endroit où la pression est plus élevée, c'est là qu'on compresse le plus les tissus. Et il y a de la non-linéarité, donc les tissus vont plus vite. La partie là, les tissus vont moins vite. Pas les tissus, excusez-moi, l'onde va moins vite. Et quand vous regardez le profil de l'onde, il se déforme. Si vous imaginez ici que vous avez un miroir à retournement temporel qui reçoit tout ça, donc le signal plus ses harmoniques, et qui retourne le temps, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire que les signaux qui sont allés le plus vite, qui sont sur la partie où il y a la surpression, ce sont les signaux qui arrivent les premiers. Et comme vous retournez le temps, c'est eux que vous remettez en dernier. Et inversement pour les autres signaux. Et quand vous faites ça, et on l'a fait, on a fait la manip, quand vous prenez ces signaux, que vous les renvoyez en marche arrière, eh bien, l'onde revit sa vie passée. Et cette onde qui avait plein d'harmoniques, vous avez trouvé les formes à envoyer pour que l'onde revienne, et quand elle revient, elle n'a plus d'harmonique. Donc vous avez rattrapé la non-linéarité. Et ça, on l'utilise de la façon suivante. On prend une barrette de transducteur, et pour une profondeur donnée de tissu, ou alors sur un modèle qui mimique bien les tissus, on envoie un premier faisceau autour de la fréquence F0. On émet et on écoute l'écho. L'écho d'une cible, cette cible est linéaire par contre, mais le milieu, lui, est non linéaire. On écoute l'écho, et l'écho contient de la fréquence double, et même triple et quadruple et tout. On écoute ça, et on va retourner temporellement ces échos. Et donc, si on retourne temporellement, l'onde doit vous redonner un écho qui n'a plus d'harmonique. Le problème, c'est de faire un miroir à retournement temporel parfait, c'est-à-dire que quand il reçoit des signaux qui ont une pression de 23 bars, qui ont telle forme, il faut qu'il les renvoie en retournant avec 23 bars. Tout doit être respecté. Et donc, il y a un petit problème de réglage qui fait que c'est un peu compliqué. On envoie une onde, on écoute le front distordu qui revient du fait de la non-linéarité, on retourne temporellement le front distordu, et maintenant, ce qui revient n'a plus d'harmonique. Et donc, bon, on a joué à ça. Alors, bon, on arrive, par exemple, à faire que les échos d'un milieu non linéaire ne contiennent plus d'harmonique, et en fait, on écrase les harmoniques. Et donc, on peut, en mettant des pulses qui ont des formes temporelles spéciales, pour une profondeur donnée, faire en sorte qu'il n'y a plus de non-linéarité du milieu. Et là, il n'y aura que les bulles qu'on mettra qui seront vues.
et la non-linéarité sera partie. Et donc, on peut améliorer le contraste. On a fait des manips qui ne sont pas encore spectaculaires, où on améliore le contraste des bulles par rapport à la non-linéarité due au tissu. Mais ça, avec les nouvelles électroniques qu'on a, devrait donner des gains de 25 à 30 décibels de contraste pour voir les bulles qui sortiront sans le reste. Donc, je termine là-dessus, parce que je voulais un peu parler de refoulement temporel quand même. Donc, je termine en disant, tout ça, c'est beau, ça marche bien. Ça donne une image bizarre, pleine de speckles. Ce speckle, ce n'est pas des informations géniales, c'est vraiment un bruit. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est dynamique. 50 images par seconde, ça aide beaucoup. Pour les écoulements, c'est extraordinaire, les techniques ultrasonores. Maintenant, il y a des aberrations qui gênent aussi. Quand vous avez une couche de graisse un peu costaud, les patients s'appellent des patients difficiles et les images sont floues. Sur le sein, les images sont souvent floues parce qu'il y a aussi pas mal de poches de graisse et tout. Les corrections d'aberration, malgré les fluctuations de 5%, eh bien 5%, ça suffit quand vous en avez pas mal et quand elles sont étalées partout. Donc les corrections d'aberration, c'est très important pour le futur. Et je vous montrerai dans mon cours sur le speckle comment on corrige par des tas d'astuces à partir du bruit de speckle, comment on l'optimise. Maintenant, le non-linéaire, c'est un très beau sujet. Et par contre, je crois que les percées les plus amusantes, c'est quand on fait de l'imagerie très, très, très rapide. Alors là, on voit des tas d'autres choses dans le corps humain. Et ce sera mon dernier cours sur l'imagerie multi-ondes, où en faisant 10 000 images par seconde, on voit les ondes de cisaillement qui se baladent dans le corps humain. Et on utilise une onde pour filmer l'autre. Et en faisant ça, on fait des images qui ont un nouveau contraste et qui apportent beaucoup. Donc, juste pour terminer, l'imagerie ultrasonore, bien que les appareils ne sont pas chers, ça coûte entre 15 000 € et 150 000 € un échographe, comparé à des prix d'IRM. C'est un marché qui est supérieur en vente dans le monde au marché de l'IRM, parce que c'est des appareils pas nocifs, faciles à trimballer, et donc les ultrasons, ça reste un domaine où il y a une recherche intense. Les gens ont cru qu'au moment où l'IRM est arrivé, ils ont dit, mais pauvre garçon, qu'est-ce que vous faites à faire encore des ultrasons? Ça ne sert à rien. Regardez, on a des images fabuleuses. Bon, avec les ultrasons aujourd'hui, et avec ce que je vous montrerai en imagerie multi-ondes, on fait des images aussi intéressantes que l'IRM, mais on les fait à des prix infiniment plus bas. Donc, la bataille n'est pas perdue. Et ce qui compte, c'est de réfléchir toujours objectivement. Quand vous faites une imagerie, quel est le meilleur appareil? Il en faut combien? Combien faut-il de modalités? Est-ce qu'il faut d'abord faire une mammographie, puis après faire des ultrasons, puis après faire ceci, cela? Et vous verrez qu'on peut penser à des appareils multi-ondes qui, eux, changent pas mal la donne. Donc je vais arrêter là, et Claude va vous parler d'imagerie optique.